La France a toujours été particulièrement ciblée par la Russie, puis l'URSS et de nouveau par la Russie. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'au moment de la guerre froide dans le bloc occidental, évidemment, vous essayez de trouver les failles les plus évidentes. Et il se trouve que pendant la guerre froide, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, peut-être que la cible la plus facile était la France. On peut expliquer ça par plusieurs raisons. Évidemment, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a un parti communiste qui était très fort. On a un anti-américanisme aussi au sein des élites. On peut vraiment expliquer ça de différentes manières. Moi, j'aime bien rajouter aussi le problème généralement du fait qu'en France, au contraire du modèle anglo-saxon, on a une presse qui se targue d'être une presse d'opinion, d'être une presse de combat. Et ben, forcément, ça, encore une fois, l'opinion est bien plus facile à infiltrer. C'est-à-dire que cette habitude français de débat, etc., ça donne des opportunités, c'est ça, en fait. Ça donne des opportunités formidables pour faire passer les messages que vous avez à faire passer. Parce que la guerre de la désinformation, finalement, vous rappeliez l'époque de la guerre froide, c'est effectivement vieux comme le monde. On avait un peu oublié, en fait. C'est ça ? On avait même totalement oublié. Je pense à la sortie de la guerre froide, il y avait quand même cette idée que, puis c'est une idée aussi, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, c'est-à-dire que maintenant que le communisme est ça, c'est mort. une théorie, hein, c'est tout à fait. C'était la théorie de Francis Fukuyama qui stipulait que maintenant que le communisme est mort, c'était le triomphe des démocraties libérales et qu'on allait tous finir par marcher main dans la main dans le soleil couchant avec le marché unique pour nous unir tous dans la paix et la prospérité. Bon, il se trouve que 30 ans plus tard, on mesure quand même l'erreur et l'erreur de diagnostic qu'il y a eu à l'époque. Et je pense que oui, ça a contribué à nous faire oublier cette menace, cette guerre de l'information qui s'est jamais arrêtée, elle, malgré la fin de la guerre froide et l'éclatement du RSS. La délégation parlementaire au renseignement sur les ingérences étrangères, elle explique que la Russie est le seul État à avoir érigé en doctrine officielle la manipulation de l'information, avec l'objectif d'affaiblir. Oui, alors il y a toujours plein d'objectifs différents. Ce que raconte la doctrine russe quand on plonge un petit peu le nez là-dedans, ce qui est pas très agréable, hein, je recommande pas, c'est assez austère. Mais ce qu'on remarque quand même depuis 2016 notamment, c'est qu'il y a surtout dans les opérations dans le domaine informationnel, comme ils appellent ça, des visées qui sont d'abord défensives avant d'être offensives. C'est-à-dire que du point de vue de la Russie, du point de vue du Kremlin, on mène des opérations dans le domaine informationnel pour protéger notre propre modèle de l'influence extérieure néfaste. Donc, concrètement, en langage traduit, de l'influence dégénérée des Occidentaux qui essayent de faire passer des valeurs démocratiques chez nous, alors que quand même, c'est quand même plus sympa quand il y a Vladimir Poutine au pouvoir. Ou des modèles de société donc que les Russes ne veulent pas, en fait, c'est ça. Que le Kremlin ne veut pas, en tout cas, ça c'est sûr. Ne veut pas. Alors là, ce que vous racontez notamment, c'est que la propagande russe, elle passe. Il y a différentes façons d'influer sur l'opinion publique. Et un des canaux plus exactement, c'est les youtubeurs. Absolument. Moi, j'ai pas fait un livre sur la désinformation. C'est souvent une petite confusion que généralement on fait, mais qui est normale. C'est pas un livre sur la désinformation, c'est un livre sur ce qu'on appelait à l'époque de l'Union soviétique les mesures actives. Donc, dans les mesures actives, ça regroupe l'intégralité des moyens qui permettent de modifier de l'information ou d'arriver à tirer le narratif dans votre sens. Donc, il y a la propagande, mais il y a aussi le recrutement d'agents d'influence, il y a l'utilisation des idiots utiles et il y a la fabrication des faux. Quand on prend ces quatre modes d'action, typiquement les youtubeurs, c'était une tentative de recrutement d'agents d'influence. C'est-à-dire qu'on a des entreprises russes, qui d'ailleurs ne se présentaient pas comme des entreprises russes, qui sont allées voir différents youtubeurs en France pour leur dire « on va vous proposer plusieurs dizaines de milliers d'euros afin de faire de la désinformation pour que vous puissiez faire de la désinformation. Mais il dit aux youtubeurs, on va faire de la désinformation, il se présente pas comme ça. Non, il le dit concrètement, à quoi ça ressemble en fait? Je suis par exemple une youtubeuse très influente. Comment l'entreprise russe vient vers moi? Parce que c'est pas forcément non plus, ça peut être une entreprise privée, hein, c'est ça. Hein. Ah mais c'est de toute façon toujours des entreprises privées. Toujours des entreprises privées. Vous avez jamais, c'est très rare. On imagine toujours ça. On a tendance à voir la main du Kremlin un peu partout. Voilà. Mais il faut quand même garder en tête que Vladimir Poutine et le Kremlin ne sont pas les seuls à avoir des agendas à observer en Russie. Là, pour le coup,
C'était notamment un YouTuber qui faisait de la vulgarisation scientifique. C'est Léo Grasset, hein, absolument, c'est ça ? Qui a été approché par mail par une entreprise, du coup, qui se prétendait anglaise, et qui lui a dit, écoutez, on veut faire une campagne informationnelle sur les vaccins, parce qu'on était en pleine période de pandémie. On voudrait que vous diffusiez ces éléments de langage que l'on vous fournit. Et quand il prend connaissance des éléments de langage, il voit bien que c'est de la désinformation qui tendait à dire que le vaccin de Pfizer était absolument une catastrophe et que, au contraire, le vaccin de Sputnik des Russes était quand même pas si mal que ça. Donc la ficelle était un peu grosse et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui personne n'est tombé dans le panneau. Lui tout de suite il s'est. Lui tout de suite il a révélé. Il l'a révélé. Il a révélé c'est photo rose directement, publiquement sur le réseau social Twitter. Et on lui proposait combien là ? Les sommes d'argent n'étaient pas indiquées dans mes souvenirs, mais on parle quand j'en discutais avec lui, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord. De toute façon, et ça pouvait être, à mon avis, ça pouvait aller jusqu'à plus de 50 000 euros pour faire une petite vidéo. Alors, pour un YouTuber qui refuse, combien accepte ? Alors ça c'est une difficulté qu'on a, c'est que tant qu'on n'a pas accès, vous et moi, de toute façon au compte bancaire des gens, la plateforme elle-même, YouTube, ne sait pas ce genre de choses. Les arrangements qui sont pris comme ça par mail entre une entreprise et un producteur de contenu, de toute façon, sont un secret, y compris pour la plateforme qui va héberger les contenus. Aujourd'hui, quand même, je suis assez optimiste de ce point de vue. On n'a pas eu d'opérations qui ont eu l'air d'être un grand succès. Je pense que ça n'a pas marché aujourd'hui. Après, est-ce que ça continuera comme ça à l'avenir ? C'est une autre question. Est-ce que YouTube lutte contre cette désinformation ? Ils n'ont pas tellement intérêt quand même à colporter de la désinformation. Ah mais non, ils ont absolument pas intérêt. Ils ont des obligations légales aussi. Donc et puis aussi, ils ont une charte quand même que tout le monde signe quand ils décident de créer du contenu sur YouTube ou même d'en visionner. Il y a quand même cette idée. Non, ils luttent quand même très activement contre ce genre de phénomène. Alors après, avec les moyens qu'ils ont eux aussi. Encore une fois, une entreprise américaine n'a pas prise dans les communications personnelles qui sont faites par mail entre une personne qui est en France et une entreprise qui prétend être basée en Angleterre. Autre canal pour agir, pour influer, c'est la messagerie cryptée Telegram. Vous parlez de Infodéfense, et ces 28 chaînes créées au début de la guerre en Ukraine. Vous-même, vous êtes proposé comme petit propagandiste. Absolument, je suis devenu une petite main de la propagande russe. Alors racontez-moi comment ça s'est passé, alors ça s'est passé. Ça ressemble à quoi l'entretien d'embauche ? Toujours pareil, c'est toujours extrêmement décevant parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences non plus en face et il n'y a pas beaucoup de vérification. Donc en fait, j'ai juste envoyé un message à la personne qui disait être taulier du canal, qui m'a fait passer un entretien d'embauche des plus sommaires, parce que la seule question qu'on m'a posée c'est est-ce que vous parlez russe ? Vous avez dit oui. J'ai dit oui grâce à Google Traduction, globalement, et ça a suffi pour que je me fasse embaucher et que je devienne une petite main de la propagande. Alors après, vous n'avez pas pris votre vrai nom ? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Et ils n'ont pas cherché à vérifier qui était, je ne sais pas comment vous êtes présenté, mais il n'y a pas eu a priori de vérification. Il n'y a pas eu un appel, même ne serait-ce que un appel pour vérifier si votre niveau de russe était à la hauteur ou pas. Ah non, mais absolument pas. Et puis de toute façon, moi j'étais mis dans une position où, en tant que francophone, il savait que j'étais francophone, de toute façon, natif, il m'avait mis à la vérification des traductions. Donc en fait, je regardais l'orthographe, s'il n'y avait pas des fautes d'orthographe qui étaient... D'accord, c'était des textes qui avaient été traduits du russe vers le français. Et moi, mon rôle consistait à voir s'il y avait des fautes d'orthographe ou pas. D'accord, ainsi c'était relativement intelligible. Oui, c'est ça. Et puis, je garantis pas que j'ai toujours été un très très bon employé d'ailleurs. Ça a duré combien de temps cette infiltration ? Je crois que ça a duré 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça quand même. Ouais, avant qu'ils se rendent compte du poteau rose, parce que. Et comment ils s'en sont rendus compte ? Mais tout simplement parce que je suis rentré dans ce canal avec un collègue qui s'appelle Romain Mielcarec, qui est journaliste au Monde, qui est journaliste indépendant et qui a justement fait un article pour le journal Le Monde. Et quand il a publié finalement son article avec toutes les informations à l'intérieur, ça a été un petit peu panique à bord, et ils ont viré à tour de bras il y avait des taupes dans le canal en fait. Voilà, ils ont découvert à cette occasion qu'il y avait des taupes dans le canal. Donc moi j'ai réussi à tenir un peu plus longtemps que les autres, juste pour observer un petit peu la panique des gens dans le canal qui n'étaient plus très en sécurité à l'idée de s'exprimer. Et qu'est-ce que vous avez observé avant que ce soit révélé ? C'est quelque chose qui fonctionnait bien, qui était bien organisé, ou c'était un peu amateur en fait ? Non, alors il y a 2 niveaux. C'était extrêmement bien organisé dans le sens où, si vous voulez, dans l'architecture qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si elle a été conservée depuis d'ailleurs, mais il y avait quand même un espèce d'état-major qui était composé de personnes russes auxquelles nous on n'avait pas accès. Il y avait un responsable du canal pour le canal francophone, mais il y a aussi une vingtaine d'autres langues avec d'autres chefs
de Canal à chaque fois. Et en fait, ils recrutaient des volontaires, c'est-à-dire que nous, on n'était évidemment pas du tout payés. Ils recrutaient des idiots utiles. Littéralement. C'est quoi un idiot utile, c'est-à-dire? C'est quelqu'un qui décide de faire le travail de propagandiste pour pas un rond en plus, quoi. C'est-à-dire que sans être payé, parce qu'il y croit, c'est ça. En fait. Oui, littéralement. Mais c'est-à-dire que des gens, mais ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément en France. Mais le discours, la propagande russe a une portée aussi en France. Il y a des gens qui, quand Vladimir Poutine tient des discours à la télévision, qui parlent de l'Occident dégénéré par les LGBT, qui dit que de toute façon le grand remplacement est une réalité, etc. Et que de toute façon la dégénérescence et que nous au moins on est un vrai bastion de la chrétienté. Il y a des gens pour qui ça a un écho aussi en France. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce type de discours, et ces gens qui se retrouvent dans ce type de discours n'hésitent pas eux-mêmes par la suite, vu qu'il y a une connivence idéologique, à aller porter eux-mêmes, à aller amplifier ces mêmes discours. Oui, c'est un partage d'idéologie, ils sont sur les mêmes valeurs en fait. Des idiots utiles. La France a mis du temps à réaliser cette présence, cette propagande russe. Ouais. C'est récemment qu'elle s'est réorganisée, c'est ça ? C'est même très récent. Je pense que c'est une originalité de mon livre, c'est-à-dire que quand on parle de désinformation russe ou de guerre de l'information, on parle toujours de ce que font les Russes en France. Moi, ce que j'ai voulu faire dans la deuxième moitié de mon livre, c'est voir comment la France réagissait face à ce que font les Russes. Donc, je suis allé taper à la porte de l'intégralité de tous les ministères qui étaient concernés. J'ai même des services de renseignement qui m'ont ouvert leurs portes, avec qui j'ai pu échanger justement à ce sujet. Et une des premières questions que je leur ai posées à tous, c'est alors... à quand remonte en fait la date de la prise de conscience, elle remonte à quand? Et en fait, les réponses sont très différentes en fonction des gens à qui vous posez la question. Ce qui fait que c'est du coup très difficile de vous donner une date précise. Mais quand vous recoupez, en fait. C'est-à-dire que les macronistes de la première heure, eux, ils vont vous dire nous, on avait tout vu avant les autres. Donc 2016, avant même qu'on arrive au pouvoir, on était déjà très très fort sur le sujet. Parce que là, c'est les Macron Leaks. Voilà, donc en plus, il y a eu les Macron Leaks du coup pendant l'élection présidentielle 2017. Donc je pense que leur réponse était quand même hautement contestable. Surtout que derrière, Emmanuel Macron a quand même eu une ligne politique qui était de dire il faut renouer les relations avec Vladimir Poutine, il faut normaliser les relations entre la Russie et l'Europe. Donc je pense que c'est au final très contestable quand les macronistes vous disent on était au courant avant tous les autres au regard de la ligne du président de la République. Le ministère des Affaires étrangères, lui, évoque Samuel Paty généralement. Le ministère des Armées évoque... Pourquoi Samuel Paty ? Samuel Paty, parce que après la mort l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu de grandes campagnes de désinformation visant la France, et notamment, je me rappelle d'une campagne pakistanaise qui visait à faire croire aux gens sur les réseaux sociaux que la France tatouait les petits-enfants musulmans, qu'on tatouait les petits-enfants musulmans dans ce pays, ce qui était évidemment une absurdité totale, mais c'était une des campagnes de désinformation qui venait du Pakistan. Et du coup, le ministère des Affaires étrangères met quand même le curseur au moment de l'assassinat de Samuel Paty, justement après ça. Le ministère des Armées, lui, il parle de 2018, c'est la date où il y a eu la publication d'un rapport qui avait un petit peu marqué à l'époque, qui était un rapport conjoint entre le CAPS et l'IRSEM, le think tank des armées. Le temps du déni, de la naïveté, tout ça, c'est derrière nous, ça y est. Enfin, les services, vous faites la moue, vous n'y croyez pas vraiment ? Je pense que les gens sont tous très contents de dire que ça y est, c'est la fin de la naïveté. Je pense que oui, dans une certaine mesure. Je pense surtout que le début de la guerre en Ukraine, de l'invasion du 24 février 2022 a marqué... A remis un peu des compteurs à zéro, voilà, entre guillemets. Quand même, on a arrêté les idées de vouloir remettre nos relations à zéro avec la Russie de Vladimir Poutine. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui ce qu'était le régime de Vladimir Poutine. Alors après, oui, la fin de la naïveté vis-à-vis de la Russie est peut-être arrivé, c'est pas dit que la naïveté ne revienne pas dans un deuxième temps d'ici quelques années, certainement. Mais même si on a compris ça pour la Russie, il reste encore tous les autres. C'est-à-dire qu'il nous reste aussi la Chine, l'Inde, typiquement, qui est un de nos alliés stratégiques, sur qui on déteste dire du mal. Mais enfin, l'Inde mène des campagnes de désinformation aussi qui sont très agressives en France. Là, sur tous ces acteurs-là, typiquement, je pense pas qu'il y ait une fin de la naïveté. Au contraire, je pense qu'on est encore en plein dans la naïveté. Et pour la Chine, c'est particulièrement problématique, parce que si on reprend quand même les choses, la Russie, le PIB de la Russie, c'est 1700 milliards de dollars annuels. La France, c'est 3000 milliards de PIB. La Russie, ça va, c'est pas une très très grande puissance, contrairement à la Chine, qui est quand même deuxième économie du monde, où là, on va rentrer encore
dans une autre échelle à l'avenir, et c'est très préoccupant qu'il n'y ait pas encore eu justement cette fin de la naïveté quand on parle de la Chine typiquement. Et j'allais dire, est-ce que l'opinion publique, c'est-à-dire dans les milieux universitaires, les décideurs, les chefs d'entreprise, est-ce que finalement les gens ont ça en tête, cette possibilité? Autant ils l'ont peut-être au niveau du gouvernement, des ministères, des différents ministères, mais voyez ce que je veux dire, dans les entreprises, on a ça en tête? Honnêtement, ça fait partie des enjeux et c'est des sujets qui sont quand même de plus en plus prégnants, quand même dans le débat public aussi, plus largement. On en entend de plus en plus parler dans les médias, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années quand même. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, en tant que journaliste indépendant, quand j'allais voir des rédacteurs en chef et que je leur proposais des sujets sur la guerre de l'information, ils me regardaient avec des yeux un petit peu écarquillés. Oui, on prenait pour un paranoïaque. Qui c'est ce fou qui est pas sorti de la guerre froide en fait, quoi. Bah oui, mais bon, voilà. Et oui, je pense que la situation a un petit peu changé, notamment grâce aux médias et la prise de conscience qu'il y a eu dans les médias. Maintenant, oui, il faut que ça continue et pas que les entreprises. Il doit y avoir une prise de conscience générale parce que la guerre de l'information, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Merci Nicolas Quesnel. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre passionnant, Allô Paris, ici Moscou, plongé au cœur de la guerre de l'information. Vous faites des révélations, vous remontez des pistes, c'est passionnant à lire.